Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Alors, dans cette édition du lundi 27 avril, nous sommes toujours évidemment confinés et toujours en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, pendant le confinement, l'actualité évidemment continue puisque un certain nombre d'acteurs du secteur continuent à lancer de nouvelles offres. Et en l'occurrence OVH qui renouvelle son offre cloud, ou plus en bon français son offre VPS, avec une mise à jour, j'allais dire, de son offre existante. Donc l'intérêt de cette offre qu'OVH destine principalement aux équipes DevOps, donc développement, et puis aux petites et moyennes entreprises, c'est que elle offre une amélioration de 50% en termes de performance, donc c'est quand même significatif. Évidemment, c'est une offre qui est proposée en plusieurs niveaux. Il y a 5 niveaux différents, dont le prix varie de 3 à 100 euros par mois en location, donc c'est quand même significatif. Et puis en fonction de cette offre, on a évidemment le DDoS qui est offert, la localisation des données qui est proposée en mode régional. Donc, si vous êtes une société française, vos données seront localisées en France, et la possibilité de la réversibilité. Si vous décidez de revenir dans votre propre data center, vous pouvez récupérer le tout. Donc, c'est une offre qui arrive, je dirais, à propos en cette période de confinement, bon, qui ne va pas durer éternellement, mais enfin qui en tout cas existe en ce moment. Et donc c'est à distinguer de l'offre bare metal où là vous avez votre propre serveur. Là c'est, je veux dire, en fait une machine virtuelle que vous louez sur un serveur avec les garanties qu'offre OVH bien sûr. Très bien. Alors on change complètement de sujet, Guy. On parle des entreprises de logiciels avec une étude qui montre que finalement, malgré le contexte, justement dans ce contexte de crise, elle serait bien armée pour résister et donc continuer le développement qui est le leur depuis déjà un certain nombre d'années. Alors, c'est une étude de GP Bullhound, qui est une société d'investissement, société de conseil, qui montre que finalement, les éditeurs de logiciels qui sont en mode SaaS, bon, aujourd'hui, c'est quasiment la totalité, mais tous ne sont pas 100% SaaS, et qui montre que finalement, ils ne s'en sortiraient pas trop mal. Donc, on le sait, puisque on a montré quelques exemples. Microsoft avait Teams, Zoom, Slack, WhatsApp, enfin, toutes ces applications à la fois de vidéo et puis de collaboration, donc s'en sortent très bien, donc parfait. En revanche, il met en évidence le fait que il faut que ces sociétés fassent bien attention aux contrats, parce que quand le déconfinement sera, commencera, les entreprises vont commencer à regarder peut-être d'un petit peu plus près les contrats, ce qui est utilisé de ce qui ne l'est pas, et donc elles vont peut-être demander un certain nombre de modifications. Et elle indique également que, comme en 2008-2009, la crise dite des subprimes, les géants du cloud vont sortir encore renforcés de cette crise, bon, ce qui est assez vraisemblable. On voit par exemple que Facebook a mis 6 milliards de dollars dans une société indienne. Donc a priori, c'est bien ça. Voilà. Donc a priori, pour l'instant, les géants du cloud ne sont pas vraiment impactés par cette crise. En plus, donc ils ont des réserves financières, donc. Voilà, et autre remarque qui est de bon sens, c'est que les éditeurs verticaux vont être plus ou moins impactés en fonction des secteurs sur lesquels ils opèrent. On comprend bien que ceux qui sont par exemple dans le secteur de la santé, ils vont être plutôt favorablement impactés. En revanche, ceux qui sont dans la distribution vont subir un sort un petit peu différent. Donc, sont des remarques de bon sens, mais qui sont étayées par une étude auprès des entreprises concernées. Alors Guy, vous parliez de Teams et autres outils de collaboration. J'allais dire, ça tombe bien, puisque du côté du Pentagone, visiblement, on bascule aussi sur le télétravail avec un déploiement massif de Teams auprès des équipes du ministère de la Défense américaine. Oui, alors faut préciser 2 choses. La première, c'est que c'est temporaire. Et bien sûr, il faut se méfier parce que parfois le temporaire dure un certain temps. Et le deuxième point, c'est comme vous le disiez, c'est un équipement massif, puisque le Pentagone, c'est près de
près de 3 millions de fonctionnaires. Donc il y a d'un côté les militaires, ils sont pas tous équipés, bien sûr, de Teams. Ceux qui sont sur le terrain, je suppose qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc il y a les militaires, il y a les réservistes, et puis il y a tous les civils. Donc c'est une migration massive, et donc ça c'est à mettre en correspondance avec le contrat. Vous vous souvenez de le fameux de contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans qui a été gelé puisqu'il y a une bataille entre Amazon et Microsoft qui se disputent ce contrat du siècle, entre guillemets. Donc ça a été gelé pendant un certain temps, et je dirais que pendant ce certain temps, Microsoft en profite, lui, pour continuer à équiper le ministère de la Défense américain. Très bien. Alors Guy, sur le flanc du financier, pour conclure cette revue de l'actualité, d'abord quelques comment dirais-je, levées de fonds du côté de Stripe, solution de paiement plus ou moins connue de ce côté-ci de l'Atlantique, j'allais dire. Oui, donc Stripe vient de lever 600 millions de dollars, oui, qui s'ajoutent à 200. C'est un peu plus, qui s'ajoute aux 250 millions qui avaient été levés en septembre dernier. Donc c'est pas mal pour une société qui a à peine 10 ans d'âge et qui est valorisée à plus de 40 milliards de dollars. Donc évidemment, cette levée de fonds n'est pas non plus étrangère à la situation présente, puisque le paiement en ligne, c'est bien entendu une fonctionnalité qui va devenir de plus en plus importante. Et puis il y a une autre levée de fonds aussi qui est une levée de fonds de la société Confluent, donc est un peu moins connue. Donc c'est le projet Apache Kafka pour la gestion de flux événementiels. Donc c'est dans les architectures microservices, et qui elle lève 250 millions de dollars, qui valorise la société à plus de 4 milliards de dollars. Donc c'est pas mal non plus. Il faut rappeler que Confluent, en fait, au départ c'est un projet qui avait été généré par des anciens de LinkedIn, et puis qui sont sortis de l'entreprise et qui ont créé cette société Confluent. Donc une belle évolution qui, au total, près de 500 millions de dollars de financement. Donc bon, c'est quand même quelque chose de significatif. Oui. Et puis j'allais dire l'acquisition de la semaine, pardon, c'est du côté de chez Atos, qui s'offre un spécialiste de la data science. C'est bien sûr moins important, mais quand même significatif. Donc Atos rachète un cabinet de conseil donc spécialisé en data science, comme vous le disiez, intelligence artificielle, Miner & Cash. Et cette acquisition fait suite à une autre acquisition qui avait été faite il y a 2 ou 3 ans d'une autre société qui s'appelait ZData, donc qui consolide l'expertise d'Atos dans ce domaine. Très bien. Et puis donc on revient évidemment sur le front du coronavirus et de ses conséquences sur le secteur, avec tout d'abord toujours quelques fournisseurs qui, j'allais dire, profitent de l'occasion, ou en tout cas se servent de cette contrainte en tant qu'opportunité pour proposer de nouveaux services avec un cadre gracieux, en l'occurrence DocaPost pour la signature électronique. DocaPost, donc c'est la signature électronique, et là aussi c'est une fonctionnalité qui va être je dirais très intéressante pendant les périodes qu'on vit actuellement, ne serait-ce que par exemple les notaires, les syndics, des métiers comme cela. Et donc ils offrent 3 mois de gratuité pour si on signe un contrat de 12 mois, on va dire bien sûr c'est une offre commerciale avec la possibilité de se dédire au bout des 3 mois. Donc en gros on a essayé pendant 3 mois et puis on voit si c'est intéressant ou pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est une application qui est plus connue, celle-là, c'est Hangout Meet de Google, et qui, elle, est également proposée gratuitement jusqu'au 1er juillet. Donc, il y en a un certain nombre, mais je rappelle que notre confrère IT for Business liste et actualise toutes ces offres toutes les semaines qui sont proposées soit gratuitement, soit temporairement. Très bien. Alors, au niveau des conséquences, une étude assez intéressante qu'on a vu passer sur le télétravail. Parce qu'évidemment, tout le monde parle du télétravail comme une nouvelle libération, mais finalement, visiblement, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est une étude, effectivement, qui montrerait que, en fait, 44% des gens
déclarent en détresse psychologique. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire détresse psychologique, mais c'est quand même, ça veut dire qu'on se sent pas très bien, et un quart des personnes interrogées se déclarent en dépression. Et donc on en parle hein, déjà depuis un certain temps. On voit bien sur tous les plateaux de télévision les psychiatres qui arrivent et qui qui tire la sonnette d'alarme. Cette crise va avoir aussi un impact psychologique social et psychologique sur les personnes, et cette étude le révèle. Alors après, elle dit des choses sur l'organisation du télétravail, mais ça on en avait déjà parlé, mais je pense que c'est plutôt l'impact psychologique qui est mis en lumière par cette étude qui est la donnée la plus intéressante. Sinon, du côté de Zoom, hein, qui est évidemment un des grands gagnants entre guillemets de cette épidémie sur le plan du business, on est passé à 300 millions d'utilisateurs. Hein. Donc on rappelle que ça avait été multiplié par 20 entre décembre et mars, et là entre mars et avril c'est plus 50%, donc c'est quelque chose de absolument, qu'on n'a jamais vu. 300 millions c'est beaucoup. Donc ça c'est une chose. Zoom, on en avait beaucoup parlé parce que l'application posait de très gros problèmes. De sécurité bien sûr. En termes de sécurité, de protection des données personnelles, et donc le patron de Zoom a fait amende honorable et a dit qu'ils allaient travailler d'arrache-pied pour développer une nouvelle version qui corrigerait tous ces défauts. Et donc cette nouvelle version, c'est la version 5.0 qui doit arriver le 26 avril, donc c'est dans la semaine, cette semaine. Donc on verra, je pense qu'on aura un retour assez rapide pour savoir si ces corrections ont été, je dirais, efficaces ou pas. Alors, puisque Guy, vous parlez de problèmes de sécurité, autre moment important cette semaine, le vote de l'Assemblée nationale sur le traçage numérique et la fameuse application, je ne sais pas si elle s'appellera Covid-19 ou Stop Covid, préparée par le gouvernement pour justement essayer de suivre le développement de la pandémie au sein de la population. Alors, on ne reviendra pas sur la controverse que cette application a développée un peu partout, controverse tout à fait justifiée, et donc il était légitime que l'Assemblée nationale, la Chambre des députés s'en empare. Alors au début, c'était un peu bizarre parce que c'était juste une discussion sans vote, et donc en gros, on peut dire que c'est on palabre et puis finalement rien ne se passe. Là, il y aura un vote, donc ce vote aura lieu mardi, et donc il semblait absolument indispensable que la mise en œuvre d'une telle application qui pose beaucoup de questions en termes de protection des données personnelles déjà, mais bon, sans parler de l'efficacité de l'application, hein, puisque au début c'est est-ce qu'elle va être sur la base du volontariat ou pas, sachant que si 60% des gens ne l'utilisent pas, elle servira à rien. Donc ça c'est le côté efficacité, et donc là c'est le côté, je dirais, légal, et le fait que ce soit voté par l'Assemblée nationale qui donc est mise en et qui effectivement peut-être stoppera un peu les discussions sur la mise en œuvre de cette application. Très bien, écoutez, on en parlera sûrement lors du déconfinement et de la sortie de l'application. En attendant, sur la partie, j'allais dire, l'économie liée à ce fameux Covid-19, avec des commandes de bracelets numériques pour anti-propagation. Alors ça, en fait, là, c'est à la fois c'est un bracelet numérique qui a été mis en œuvre par le port de Anvers, et donc l'idée de ce bracelet numérique, en fait, il est double. C'est un peu, vous savez, les voitures sont aujourd'hui équipées d'un système qui, lorsque vous vous approchez quand vous garez votre voiture et que vous vous approchez trop près d'une autre voiture, elle émet un bruit. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous vous rapprochez trop près que vous ne validez pas cette distance minimale, à ce moment-là, le bracelet émet un bruit. Et puis, le deuxième intérêt, c'est que elle permet de tracer aussi si vous avez été mis en contact avec quelqu'un qui a développé la maladie. Donc ça, c'est la première chose, c'est une société qui s'appelle Rombit. Et puis la deuxième, c'est le Kinsa, donc c'est une petite start-up californienne, donc qui revient avec son thermomètre connecté, dont on souriait un peu, et qui aujourd'hui, avec l'évolution du
du Covid permet de montrer un peu plus l'intérêt qu'elle peut présenter. Donc là, l'intérêt, c'est vous prenez votre température avec une connexion Bluetooth sur votre portable. Il y a un report des données et ces données sont consolidées et permet à grande échelle de suivre l'évolution de la fièvre. Et donc cette fièvre, si elle peut être connectée ou non au Covid, mais elle permet de suivre un peu l'évolution de l'épidémie. Tout ça, bien sûr, nécessite une condition qui est que il faut que la plus grande partie de la population soit équipée de ce thermomètre, sinon on ne voit pas très bien à quoi elle sert. Donc c'est à la fois intéressant, mais on en voit très rapidement les limites. Très bien. Écoutez Guy, je propose qu'on passe maintenant à notre fameux traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un coup de gueule, hein, si j'ai bien compris, à propos d'études sur l'impact du confinement, et qui est notamment une étude de Devoteam qui... Alors, il y a deux. C'est la comparaison de deux études. La première qui a été faite par des spécialistes de la santé, donc qui a été faite par l'école des études en santé publique et puis le CHU de Rouen, qui montrait que sur un mois, le nombre de morts qui avaient été évités grâce au confinement était évalué à 60 000. Bon, c'est un chiffre évidemment absolument épouvantable, important, mais bon, ça montre quand même l'efficacité de ce confinement. Et puis alors, il y a la même semaine, donc la semaine dernière, il y a une étude qui a été publiée par Devoteam, donc la société de services bien connue, et qui soi-disant met en œuvre des technologies d'intelligence artificielle et de big data, et qui, elle, montre pour le coup que on a évité 800 000 morts. Et donc, alors... C'est quand même beaucoup, hein. C'est beaucoup, et donc en fait 800 000 morts par rapport on parle bien de la France, Guy, rassurez, on parle bien de la France. Hein. En France, et donc en fait on rapporte ça au nombre de cas infectés. On applique un ratio, je dirais, du nombre de décès par rapport à un ratio qui est très variable, hein, qui va de 0,5, c'est plutôt le chiffre qu'on considère actuellement, jusqu'à 2, voire 3, et puis on fait un petit calcul et on arrive à ce 800 000. Donc vraiment, là, je pense que c'est pas une très très bonne publicité pour les compétences et l'expertise de Devoteam en matière d'intelligence artificielle. Bon, quelqu'un a dû oublier de relire le communiqué de presse avant publication. Bon, je pense que le message est passé du côté de Devoteam. Il dit, en attendant, merci pour cette analyse, et puis je souhaite à vous ainsi qu'à nos lecteurs une très belle semaine, et puis pour rester sur la fameuse mantra de l'époque, du moment, restez chez vous. En attendant, encore une fois, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.